Dans cette vidéo, vous allez voir l'interview de Chantal Lang, qui est très connue dans l'écosystème crypto. Vous verrez, selon elle, quelles sont les tendances à venir pour l'année 2025, ses prévisions pour le futur bull market, et elle vous donnera aussi 4 de ces crypto pépites qui ont un énorme potentiel et un très bon risque-rendement. Dans cette vidéo, on va donc continuer le format qui vise à interviewer des personnes de l'écosystème afin d'en extraire un maximum de valeur et d'avoir vraiment le sentiment et la façon de penser des personnes qui font l'écosystème et pas juste de personnes qui se contentent de regarder les news de temps en temps et qui n'ont pas vraiment le sentiment interne. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si vous avez une idée de personnes que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'interview de Chantal Lang. Salut Chantal, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Je vais très bien. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. C'est un plaisir. Ok, donc du coup, je pense que pas mal de personnes te connaissent déjà sur YouTube, mais je pense qu'on pourrait commencer par une petite présentation, que tu nous dises qui tu es en quelques mots et aussi quelles sont tes différentes activités d'un point de vue professionnel. Je sais que tu es sur de la formation, tu as aussi une partie consultant blockchain, un peu de marketing d'influence, peut-être un peu avec ta chaîne YouTube. Donc voilà, nous parler un peu de qui tu es et de tes différents domaines d'expertise. Avec grand plaisir. Donc, à l'origine, j'étais chef de projet informatique et business analyst pendant plus de 20 ans dans un grand groupe. Et quand j'ai connu l'existence de la crypto, ça c'était début 2017, je suis tombée dans le trou, comme on dit, le trou du terrier du lapin. Et j'ai tout de suite croché, hein. Et ensuite, j'ai formé des tas de personnes à l'investissement. J'ai aussi formé des centaines de chefs de projet blockchain parce que mon métier, c'est chef de projet. Donc, transformer des chefs de projet tout court en chefs de projet blockchain, parce qu'il y a beaucoup de différences. Ça, c'était 2019 à 2021. Fin 2020, j'ai créé ma formation Crypto Expert pour aider les investisseurs qui veulent acheter des cryptos à devenir suffisamment experts pour faire ça comme il faut. Alors, ils vont pas être experts de tout ce qui est blockchain et crypto, ils vont être experts de tout ce qu'il leur faut pour avoir un portefeuille solide et sécurisé avec un beau potentiel. Et puis ensuite, à partir de septembre 2022, j'ai commencé à créer les scores de Chantal, le logiciel qui met des scores. Donc, on fait du rating. Et voilà, ça fait depuis 2 ans, j'ai 6 développeurs. On bosse à fond et on a développé un truc de malade. Actuellement, on met à jour 7600 cryptos sur des centaines de paramètres tous les jours pour leur mettre des notes et sur tous les critères qu'on peut automatiser et même certains critères qui étaient réputés non automatisables et que j'ai réussi à intégrer. Voilà, donc moi, les scores, c'est le truc qui me passionne. Alors, tu as parlé de marketing d'influence. Je n'ai jamais de vidéos sponsorisées sur tous les réseaux sociaux, tout ce qui est en B2C, tout ce qui s'adresse au public. Je veux garder une totale liberté éditoriale et je suis sans cesse courtisée par des projets, des exchanges. Je leur dis, on peut collaborer en B2B si vous voulez, mais sur les réseaux sociaux, quand je m'adresse au public, ça n'est jamais sponsorisé. C'est un peu ma marque de fabrique. Mon business model, il est différent. Mon business model, c'est les formations, donc la formation Crypto Expert, mon groupe privé Crypto Expert sur Telegram, mais ça c'est seulement pour ceux qui ont fait la formation, et maintenant surtout les scores, le logiciel, les scores de Chantal, et d'ailleurs je suis en train de lancer la version anglophone pour l'envoyer au monde entier, quoi. Donc ceux qui sont dans mon groupe privé Telegram, ils ont un accès illimité à tous mes scores, mais maintenant je veux l'ouvrir à beaucoup plus de monde. Maintenant qu'il est complet, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon parcours et mes passions. Ok, bah, très complet et beaucoup de domaines d'activité différentes du coup. Et moi, je voulais Oui, me focus peut-être sur plus consultant blockchain. C'est quoi exactement un consultant blockchain? Qu'est-ce que ça fait un consultant blockchain? d'accord. Alors, un consultant blockchain, moi, je suis, je fais du consulting, oui, mais c'est assez rare. Là, ce que je fais surtout, c'est advisor.
Donc, c'est plutôt du mentorat. Alors, en fait, généralement, quand le projet a besoin d'advisor, c'est surtout au début, lorsqu'il n'a pas encore fait sa levée de fonds. Donc, on est payé dans une promesse de futurs tokens qui existeront peut-être. Mais j'adore ça, en fait. J'adore être dans une équipe qui est super motivée pour lancer son projet, parce que franchement, c'est du boulot, hein, c'est du boulot. Et j'adore cette ambiance de start-up. Et donc, ce que je fais en tant qu'advisor, c'est du genre 1 heure par semaine ou 1 heure toutes les 2 semaines avec le projet. Chaque réunion a un but. On n'est pas là juste pour se raconter ce qui nous arrive dans nos vies. Par exemple, ça va être de travailler sur la roadmap, sur le calendrier futur. Ça peut être de travailler sur les documents pour les investisseurs, pour bien mettre en valeur les arguments qui vont les convaincre. Ça peut être des mises en contact lorsqu'ils ont besoin de trouver une entreprise ou un outil. Des fois, moi, j'arrive à les aider à réduire leur roadmap et réduire leurs dépenses de manière spectaculaire en leur disant, attends, vous n'allez pas redévelopper cette fonctionnalité, elle tourne, elle est auditée, elle est testée, elle a déjà été utilisée par des millions de gens, utilisez telle fonctionnalité et ensuite, vous bâtissez vos trucs par-dessus. Et là, on peut vraiment aider les projets. Il y a plein de choses. J'adore participer à l'évolution du projet. Et concrètement, c'est des réunions régulières avec l'équipe dirigeante pour les aider à bien performer pour lancer leur projet, tu vois. C'est ça. Et alors, le métier consulting, donc moi, j'ai formé avec l'école Alira à l'époque de 2019 à 2021 des centaines de chefs de projet blockchain et ils sont très nombreux à être consultants blockchain et non pas créateurs de projets blockchain. Et alors là, chacun selon son métier. Tu vois, quelqu'un qui voudrait changer de métier ou compléter son métier avec la blockchain, il a déjà un métier de base. Il peut être, je sais pas moi, comptable, juriste, marketing, chacun son métier. Il peut être écrivain. Et dans tous les métiers, on a besoin de gens qui prennent les compétences blockchain pour être actifs là-dedans, tu vois. Donc, concrètement, un consultant blockchain, d'une manière générale, il a son métier et il y rajoute les compétences blockchain et il va pouvoir ensuite soit monter son projet, soit faire du consulting auprès des projets blockchain ou auprès des entreprises du Web 2 qui veulent lancer quelque chose niveau blockchain. Et chacun va agir selon son métier, mais avec en plus les compétences blockchain et crypto-monnaie. Ok, bah, super intéressant. Et du coup, tu sais comment ça marche? Est-ce que c'est plus des personnes en freelance qui vont justement proposer leurs services aux boîtes ou est-ce que tu as un peu comme dans la finance de marché traditionnelle, des boîtes de consulting qui vont débaucher différentes personnes pour les mettre en relation directement? Je ne sais pas si tu as l'information. Je pense qu'on voit les deux. On voit vraiment les deux. Moi, je suis attentivement les offres d'emploi blockchain depuis des années, depuis début 2017. Non pas parce que je cherche un emploi, mais parce que souvent, je conseille ou j'aide des gens qui cherchent un emploi dans le monde de la blockchain ou des cryptos ou des NFT ou des projets dans ce genre de rayon. Actuellement, je suis active avec la Blockchain Business School et eux aussi, ils forment beaucoup de consultants blockchain et eux, tu devrais les interviewer parce que eux, ils seraient bien plus à même de répondre à cette question que moi parce qu'ils font un suivi des étudiants après coup, tu vois. Et ils sont remboursés par Pôle emploi et tout ça, donc ils aident vraiment des gens à retrouver un emploi. Ok, bah, j'essaierai peut-être de les contacter. Ça pourrait être intéressant d'avoir leur point de vue. D'un Ouais, point de c'est vue. top qualité. Tu sais, j'ai en tant que parce que je suis conseiller pédagogique et je leur ai fait une petite partie de leur formation en finance décentralisée, la partie qui dit comment mettre des scores sur les projets de finance décentralisée, comment deviner le niveau de risque, la qualité du projet, sur plein de paramètres. Et du coup, j'ai accès aux vidéos de formation à l'intérieur de la Blockchain Business School et j'ai été scroller un peu partout. Et vraiment, je peux témoigner que c'est vraiment des formations de haute qualité. Donc, si tu les interviews, franchement, je peux te recommander, ce sera vraiment intéressant, quoi. Ok, bah, une idée d'étudiant en vidéo du coup. Ouais. Et du coup, maintenant, on va plus passer sur ton rôle de formatrice. Je pense qu'avec les différentes personnes que tu as, tu dois pas mal les aider à créer leur portefeuille crypto. Et du coup, selon toi, comment on crée un portefeuille de crypto solide et performant, bien sûr, dans les grandes lignes, parce que c'est quand même plus compliqué qu'une méthode très simple. Mais comment toi, tu recommandes justement à tes apprenants de créer un portefeuille qui soit assez solide et assez performant?
Excellente question et tous les nouveaux venus se demandent, comment faire. Alors, ce que je recommande dans ma formation, c'est 80 du capital dans 8 grosses cryptos bien solides et seulement 20 dans des petites pépites explosives, qui ont un potentiel explosif, qui sont en dessous de 20 millions de market cap et je leur dis lesquels. Ça, c'est ma fameuse vidéo 3F hein, que mes apprenants adorent parce que je la mets à jour une fois par mois. Et comme j'ai des tas d'outils qui vont voir plein de paramètres à l'intérieur des projets, j'arrive à trouver des pépites avant qu'elles soient connues. Et donc, 80 sur 8 grosses cryptos bien solides, 10 du portefeuille chacune. Je leur indique lesquelles, naturellement. La plus petite d'entre elles, en termes de market cap, c'est AAV. Ça fait depuis des années que je dis AAV est complètement sous-évalué. AAV a continué à développer pendant le bear market. AAV est vraiment décentralisé. Ils ont un module pour les investisseurs institutionnels. Ils ont lancé leur stablecoins qui augmente les cas d'usage. Et je pense qu'il va très, très bien se positionner dans les mois qui viennent. Voilà, donc il y a 8, voilà. Et puis, non seulement je leur indique le pourcentage, mais surtout, dès le début, ils doivent étudier leur propre résistance au risque. Parce que imagine que tu as un capital total, je sais pas moi, tu as vendu une maison, tu as 100 000 ou 200 000 euros et tu dois déterminer quel pourcentage de ça tu veux mettre dans les cryptos. Et ça dépend de la résistance au risque de chacun. Parce que s'il en met trop dans les cryptos, parce qu'il est avide de faire des gros bénéfices, mais qu'il n'a quand même pas une forte résistance au risque, dans le sens que si son portefeuille est en rouge, il ne va pas dormir la nuit, il va paniquer, il aura envie de vendre, et ben ça, c'est très malsain, parce que du coup, ça, c'est les gens qui prennent ensuite des décisions basées sur leurs émotions. Et ils achètent trop haut, ils revendent trop bas. Donc, c'est pas bon. Et donc, je leur apprends à choisir quelle proportion ils vont mettre dans les cryptos. C'est déjà un premier pas très important. Et ensuite, toujours par rapport à leur résistance au risque, je leur fais choisir, est-ce qu'ils vont récupérer la mise de départ, parce que moi, je leur fais vendre, je leur recommande de vendre la moitié des tokens lorsque le prix a fait x2, pour les grosses cryptos, et un quart des tokens lorsque le prix a fait x4 pour les petites cryptos très volatiles. Et cette récupération de la mise de départ, selon leur résistance au risque, il faut qu'ils choisissent s'ils vont se la reverser en cash sur leur compte bancaire ou si au contraire, ils vont réinvestir ça dans d'autres cryptos. Parce que tu sais, je suis sûre que tu le sais aussi bien que moi, hein, les grosses cryptos, elles montent avant les petites cryptos. Et donc, quand on récupère la mise de départ, si on réinjecte ça sur des plus petites, eh bien, c'est le bon moment, c'est juste avant la montée des plus petites. Tu vois, ça vient progressivement. Chacun fait ruisseler les bénéfices sur des cryptos de plus en plus risqués. C'est ce qu'on constate aussi bien en finance traditionnelle qu'en crypto, et c'est vraiment flagrant dans les cryptos. Donc, là, ils doivent prendre cette décision d'avance et s'y tenir, parce que sinon, ils vont de nouveau se faire manipuler par leurs émotions. Alors, la plupart de mes apprenants ont des compétences solides grâce aux 33 vidéos de ma formation. Ils ont des compétences solides dans la crypto, ils savent à quoi s'attendre, ils ont investi une bonne quantité, donc ils n'ont pas peur quand c'est très volatile et du coup, ça ne les gêne pas de réinvestir. Donc, je pense que la majorité d'entre eux va réinvestir les fonds quand quand ils récupèrent la mise de départ ou qu'ils prennent les bénéfices. Et ensuite, on a des prises de bénéfices progressives et on garde toujours 25% des tokens en sécurité sur une clé Ledger en vue de la vraie pointe de bulle, celle qui arrive tous les 4 ans environ. On n'est jamais sûr qu'elle arrive tous les 4 ans, mais c'est ce qui s'est passé dans le passé et on estime que c'est la situation la plus probable qui va se passer dans les mois qui viennent. Ok, donc ensuite, on prend des bénéfices progressivement et j'enseigne à quel niveau il faut les prendre. Et ceux qui sont dans le groupe privé, alors là, ils ont beaucoup plus d'infos parce qu'ils savent exactement ce que j'achète pile au moment où je l'achète. Et là, par exemple, il y a plein de cryptos que j'ai achetés en 2023 dont les ordres de vente se sont réalisés en janvier, février et début mars 2024, tu vois. Et donc, moi et mes apprenants, on a plein de cash pour acheter les points bas. Tu vois, c'est vachement agréable. On n'a pas besoin de réinjecter du cash. Ça, c'est les bébés qui font des bébés qui font des bébés. J'aime beaucoup ça. Mais un vrai débutant, moi, je lui recommande primo de
bien vérifier sa résistance au risque, bien se connaître lui-même, investir seulement la portion qui ne lui fait pas peur. Ensuite, 80% dans les grosses cryptos bien solides, 20% sur lesquels il prend des risques sur des pépites explosives. Et ensuite, de récupérer la mise de départ à x2 ou x4. Ok, bah, je suis plutôt d'accord avec toi sur la stratégie. C'est vrai que moi, je dis aux personnes qui me demandent des conseils dans mes amis, déjà, allez sur le site de l'AMF et regardez votre profil de risque. Tu peux le faire assez facilement en quelques questions. Déjà, ça te donne une idée parce que souvent, les personnes ont tendance à surestimer justement leur résistance au risque. Et dès que ça baisse de 10%, à vendre en panique. Donc, au moins de faire ça. Et après aussi, je trouve qu'avoir on va dire un fonds de portefeuille assez solide avec des grosses cryptos, c'est aussi ce que je fais personnellement. Et du coup, sur les 8 grosses cryptos que tu conseilles à tes apprenants, c'est tout le temps les mêmes? Elles varient en fonction un peu, on va dire, les hypes, ou ça dépend aussi du profil d'investisseur et du profil de risque de chacun? Alors, ça change avec le temps, mais beaucoup plus lentement que les petites cryptos explosives. Donc, les 8 grosses cryptos, j'en ai modifié 2 en 2023, c'est-à-dire que j'ai intégré Avax et Solana juste avant la grande montée, donc ça, c'était vraiment bien. Et je me dis que si Base lance une crypto, je vais l'intégrer. Après, c'est dur de renoncer. Laquelle je vais enlever des 8, mais je sais déjà laquelle. Ce sera Cosmos. Cosmos, c'est vraiment bien, hein. Et j'ai des apprenants qui ont doublé leur bague, qui ont doublé la valeur de leur portefeuille rien qu'avec Cosmos, en le mettant en staking et en recevant plein d'airdrops. Donc, mais simplement hodl de Cosmos, malheureusement, pour le moment, c'est pas assez payant. Faut voir comment ça tourne à l'avenir. Mais je pense que Base sera beaucoup plus explosif. Le problème, c'est à quel FDV ils vont sortir, donc, ou quel market cap, hein, les deux sont intéressants. Et s'ils sont beaucoup trop chers, il faudra attendre que ça descende avant d'en acheter. Donc, il faut attraper le bon moment. Mais pour répondre à ta question, ça change beaucoup moins vite que les petites cryptos. Et ben, en 2023, j'ai fait que 2 changements. Ok, et du coup, une autre petite question pour toi, qu'est-ce que tu penses du mindset dans l'investissement? Parce que c'est vrai qu'avoir une stratégie, avoir une méthode, c'est bien, mais je trouve que avoir le bon mindset et justement savoir quoi faire et bien le faire, c'est limite plus important parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont pas suivre leur stratégie, qui vont avoir tendance à paniquer. Et du coup, pour moi, je pense qu'avoir le bon mindset d'investisseur, justement, c'est être bien préparé, en ayant regardé quel était son profil et en étant bien adapté, c'est on va dire, l'une des choses qui fait la différence entre une personne qui réussit à sortir des bénéfices et une personne pour qui le bull run ne se passe pas bien. Mais oui, c'est tellement ça, tu as hyper raison. Donc, il faut que la personne connaisse sa résistance au risque, comme tu viens de le dire si justement, et il faut qu'elle ait une vue d'ensemble. Ceux qui font du trading au jour le jour, eux, c'est une autre technique, une autre méthode. Mais ceux qui font, comme moi, du value investing, qui investissent dans des cryptos qui sont actuellement sous-évalués et qui ont un potentiel pour être beaucoup plus hautes l'année prochaine, par exemple, eh bien, ces personnes-là, il faut qu'elles soient solides dans leur basket, même quand les prix bougent, hein. Donc, il faut qu'elles soient capables, primo, de comprendre à quoi sert cette crypto et quels sont ses bienfaits et quels sont les utilisateurs et qu'est-ce qui va faire monter le prix de la crypto. Comme ça, quand il y a des baisses, elles paniquent pas, elles savent que c'est solide et que ça va remonter. Et aussi, il faut qu'elle soit capable d'avoir du recul, regarder la courbe dans son ensemble, pas juste sur 3 jours où on dirait que la plongée est vertigineuse, que mon Dieu, tout est en train de s'écrouler. Et si tu fais un zoom arrière sur plusieurs années, c'est juste une petite virgule dans la courbe. Donc, c'est très important d'avoir du recul. Ok, et du coup, pour revenir sur la partie portefeuille, tu as parlé pas mal de comment vendre, mais du coup, comment tu conseillerais les personnes pour acheter? Je sais que tu as une partie de ta stratégie qui se base sur des ordres irréalistes, donc est-ce que tu pourrais nous en parler? Et aussi, on va dire, que penses-tu du DCA? C'est vrai que pas mal de personnes, moi ce que j'appelle le DCA, c'est acheter de manière régulière. Mais pour moi, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Je dirais qu'avoir des paliers et faire plus un DCA adaptatif, c'est peut-être plus intéressant en soit rechargeant sur des niveaux de prix intéressants, soit sur des pourcentages de baisse. Par exemple, sur une grosse crypto-monnaie, tu te dis dès que ça baisse de 10%, je rachète. Ou alors j'attends qu'on soit vraiment dans le rouge, comme par exemple la correction qu'on a eue récemment quand le Bitcoin a atteint son ATH. Plus profiter des baisses pour acheter que me dire j'achète chaque lundi, par exemple.
même si je comprends pour une personne qui a pas de temps, ça peut être, la méthode la plus simple. Yes, alors il y a beaucoup de questions dans ta question. Donc, le DCA, moi je recommande à mes apprenants de faire du DCA sur les 8 grosses cryptos tant qu'elles sont en dessous de leur plus haut historique. Évidemment, je leur ai expliqué que, effectivement, attraper les points bas et amplifier le DCA à ce moment-là, c'est, tout à fait bénéfique. J'ai pas mal d'apprenants qui ont juste fait les achats au moment où ils sont arrivés et ceux qui sont arrivés en 2023, par exemple, ils ont eu des super prix. Ceux qui arrivent maintenant, tant qu'on est en dessous des plus hauts historiques, ça reste une très bonne affaire et on peut faire du DCA en amplifiant quand il y a des chutes, comme on a eu par exemple le 4 et le 5 août 2024. Ok. Après, au niveau des ordres irréalistes pour choper les mèches de bougies des petites pépites. Donc, je fais ça surtout sur les petites cryptos explosives parce qu'elles sont tellement volatiles, tellement sensibles aussi à la distribution du vesting. Donc, il y a souvent de l'inflation. Comme elles sont plus jeunes, elles n'ont pas encore distribué tous leurs tokens. Donc là, évidemment, je fais très attention à quoi va être distribué quand. Mais il arrive souvent que j'arrive à choper des prix très bas, alors que c'était déjà une bonne affaire au moment où je l'ai acheté. Mais je me dis, Mazette, si jamais il y a un moment où le prix il est moitié prix par rapport à mon prix d'achat, je veux en choper aussi à ce moment-là. Donc, dans ces cas-là, quand c'est des petites cryptos très risquées, ça, c'est ce que je partage dans mon groupe privé, je l'achète pour 0,5% de mon portefeuille seulement. Et je mets aussi un ordre irréaliste beaucoup plus bas pour aussi 0,5% de mon portefeuille. Alors, ils auront des niveaux de revente différents, évidemment, mais il m'arrive, comme par exemple dans la chute du 4 et 5 août, j'ai chopé des mèches de bougies, mais fabuleuses, t'imagines? Et après, ben voilà, c'est remonté et c'est assez facile de récupérer. C'est pas forcément facile, ça dépend des projets, mais on va dire c'est nettement plus rapide dans ces cas-là de récupérer la mise de départ. Pour vendre, par exemple, un quart lorsque le prix a fait x4, il suffit qu'ensuite ils annoncent une nouvelle fonctionnalité ou tu as l'ensemble du marché qui remonte et boum, c'est génial. Donc voilà, ça, ce sont les ordres irréalistes. Typiquement, en été 2021, j'ai plein de gens qui sont arrivés parce que les masses médias avaient beaucoup parlé des cryptos. Ça, c'est un truc qui m'énerve grave. C'est que les masses médias, quand ils en parlent, c'est que les prix sont beaucoup trop hauts. Et c'est le grand public qui se retrouve à être une exit liquidity des gros comptes qui avaient acheté très bon marché. Ça m'énerve, c'est pas juste. Je voudrais que le grand public rentre maintenant, en 2024, parce qu'en 2025, il est très, très probable que les prix soient beaucoup plus hauts. Et ceux qui arriveront en 2025, quand les masses médias vont commencer à encenser les cryptos, eh ben, ils achèteront beaucoup trop cher par rapport à maintenant. Ça me fait mal au ventre. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de gens qui rentrent maintenant. Donc, voilà, je voulais donner un exemple avec l'été 2021. Et là, c'était la panique. Tout le monde disait le bull run est fini. Et moi, je voyais que les gros comptes achetaient et je me disais non, le bull run n'est pas fini, ça va remonter. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Mais en été 2021, j'ai fait plein d'ordres irréalistes. J'ai attrapé des magnifiques mèches de bougies. Et ça veut dire que dans la montée de l'automne 2021, on a eu plein d'ordres de vente qui se sont réalisés. Et ça, c'était vraiment réjouissant pour mes apprenants. Ok, et du coup, tu fais ça sur des exchanges en particulier parce que je pense qu'il faut il faut un peu de panique et aussi un manque de liquidité sur une place de marché ou un exchange pour qu'il y ait des descentes de 50% comme ça. C'est souvent un problème de liquidité dans l'order book qui fait que ça descend d'un coup. Donc, est-ce que tu as des exchanges sur lesquels ça marche mieux que sur d'autres? Oui, bien vu, tu as exactement compris quelle est l'astuce. Donc, par exemple, sur Kraken, qui est une plateforme pour laquelle j'ai la plus haute estime, très sécurisée, souvent, il y a peu de liquidité dans les paires et c'est là où on voit des courbes de prix qui sont, comme j'appelle, chevelues. Donc, en fait, par exemple, imagine que la crypto de tes rêves pour laquelle tu voudrais attraper une mèche de bougie, elle soit sur 3 exchanges
OK. Tu ouvres la courbe sur les 3 exchanges, tu compares les courbes et tu regardes où est-ce qu'il y a les mèches les plus prononcées vers le bas, et ça marche aussi pour la revente vers le haut. Et généralement, c'est ceux qui ont moins de liquidité ou moins de monde dans le carnet d'ordre où il y a les mèches, on va dire, la courbe la plus chevelue avec des mèches de grande amplitude. Parce que lorsqu'il y a quelqu'un de moins expérimenté ou simplement qui est expérimenté mais qui est fatigué ce jour-là, qui met un ordre market au lieu de mettre un ordre limite, il va vider le carnet d'ordre et il va prendre. Alors lui, il va vendre à un prix très désagréable pour lui, mais ça va nous faire des bonnes affaires à l'achat. Alors attention, moi je recommande toujours à mes apprenants, ne laissez jamais traîner des fonds sur des exchanges dangereux. Donc je leur enseigne d'aller regarder la liste Trust Score sur CoinGecko. Regardez ceux qui sont entre 8 et 10 et là, on peut laisser traîner, traîner, c'est une façon de parler, on peut déposer des fonds dans des ordres d'achat ou déposer des cryptos dans des ordres de vente sur des exchanges qui sont entre 8 et 10, qui sont solides avec la preuve des fonds. On voit ça du premier coup d'œil sur CoinGecko. Et par contre, s'ils veulent le faire sur des exchanges qui sont en dessous de 8 sur 10, eh bien, le faire de manière ponctuelle. On fait l'opération et on récupère les fonds tout de suite sur la clé Ledger. Ok, et je pense qu'aussi tu peux voir sur CoinGecko ou sur CoinMarketCap, je crois que tu as une partie liquidité en bas qui te dit s'il y a un ordre de temps, ça bouge de tant de pourcents. Je crois que tu as ça sur CoinGecko et CoinMarketCap. Je pense que ça peut être aussi utile Oui, pour tu le as voir. raison, c'est exactement ça. Donc, pour les nouveaux, vous allez sur coingecko.com, vous choisissez la page de la crypto, vous cliquez sur l'onglet marché, ça va vous faire descendre dans la même page au bon endroit et vous voyez toutes les paires. Et souvent, il y a plusieurs paires dans le même exchange. Et vous pouvez cliquer sur la paire, par exemple AAV/ETH, et là, ça vous amènera directement sur la bonne page du bon exchange. C'est bien pratique. Et sur le même tableau, vous pouvez voir la colonne plus 2%, moins 2%, qui correspond exactement à ce que tu viens d'exprimer, qui dit combien est-ce qu'il faut d'argent pour faire bouger le prix de 2% sur cette paire-là. Attention, ce n'est pas sur cet exchange, c'est sur cette paire. Ok. Et du coup, maintenant qu'on a le portefeuille qui est bien, qu'on sait comment faire un bon portefeuille performant, comment on sait acheter et vendre, quels sont selon toi les écosystèmes à surveiller? Est-ce que tu vas plus aller sur les gros écosystèmes avec des gros fondamentaux, par exemple Ethereum et ses Layer 2, qui pour l'instant, on va dire, sont un peu en sous-performance malgré un news flow positif, les ETF spot, la technologie qui est là, c'est là qu'il y a le plus de dApps, c'est là que la DeFi avec la TVL est la plus élevée. Ou alors, est-ce que tu vas aller sur des écosystèmes qui ont un peu plus de traction, comme par exemple Solana avec la remontée un peu folle de son prix et la folie sur les mêmes coins. On a aussi eu Toncoin, la crypto-monnaie de Telegram, avec justement tout ce qui était Tap to Earn, qui a eu un petit moment de hype. Ou même, comme tu en as parlé, Coinbase, justement, qui est l'un des plus gros échangeurs et qui a lancé sa blockchain, un peu comme l'avait fait Binance avec la BNB Chain lors du dernier bull run, et sur lequel ça n'avait pas marché. Donc voilà, je voulais savoir, selon toi, quels sont les écosystèmes à surveiller. Ok, alors en fait, l'astuce, c'est de choper les narratifs au début. Donc évidemment, j'ai acheté plein de cryptos Solana avant la montée de Solana. J'ai acheté plein de cryptos dans l'écosystème Base avant la montée Base. Voilà, on s'est bien amusé dans le groupe privé. On a plein d'écosystèmes qu'on surveille et aussi des narratifs. Mais en fait, les écosystèmes, c'est beaucoup des narratifs aussi. Donc, ça s'entrecroise. Alors, évidemment, Ton, ça fait un moment qu'on en parle, qu'on l'étudie. Jusqu'à présent, il y avait surtout des mèmes à acheter. Donc, moi, je ne suis pas spécialisée des mèmes. J'en ai quelques-uns, mais c'est chaque fois le mème, le tout premier mème historique d'un nouvel écosystème qui a beaucoup de potentiel. Par exemple, il y a très longtemps, j'ai acheté le principal mème de Linea, qui n'a pas encore fait son pump. Ça, c'est un écosystème à surveiller, Linea. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Ton, il n'a pas encore assez monté par rapport à son potentiel. Donc, il y aura des hauts, des bas, etc. Mais le potentiel est énorme en Asie, en Russie. Il y a énormément de gens sur Ton et nous, on commence à peine à le découvrir en Europe et aux États-Unis. Mais moi, j'ai commencé en avril sur Ton, tu vois.
C'est très important de surveiller à la fois les narratifs et à la fois les écosystèmes. Par exemple, le narratif d'Épine est parfaitement à l'aise sur l'écosystème Solana. Ils sont optimisés l'un pour l'autre. Le narratif tokenisation est parfaitement à l'aise sur Ethereum, surtout quand il s'agit de tokeniser la finance, parce que Ethereum est considéré comme très solide par les gros comptes qui aiment tokeniser la finance, tu vois. Donc ça, c'est le RWA, Real World Asset, que lors de la dernière bulle, on appelait ça les securities, maintenant on appelle ça RWA, mais c'est la même chose. Ok, et du coup, est-ce que tu aurais justement des narratifs, donc un peu plus des catégories crypto qui vont ressortir selon toi et qui sont un peu sous les radars? C'est vrai que là, pour l'instant, on a vu une première Oui. hype sur tout ce qui est Dépine, RWA et IA. On sait que le marché a de la mémoire, donc c'est vrai qu'il y a moyen que sur la deuxième partie et sur la pointe de bulle, ils reviennent. Mais est-ce que tu as d'autres narratifs? Je sais que tu regardes pas mal le gaming et aussi tout ce qui peut se faire un peu autour de l'écosystème Bitcoin. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, très volontiers. Alors, on a déjà eu la montée du narratif de l'écosystème Bitcoin début 2024 et surtout, il y a énormément de projets qui construisent et qui n'ont pas encore lancé leur token sur l'écosystème Bitcoin. Je trouve que c'est un peu dangereux de mettre des layer 2 sur Bitcoin dans le sens que c'est assez théorique la manière dont ils bénéficient de la sécurité Bitcoin. Donc, c'est vraiment à analyser au cas par cas si c'est pas juste de la poudre aux yeux pour profiter du non Bitcoin, tu vois. Mais je pense on va avoir une hype Bitcoin bien plus prononcée que ce qu'on a déjà eu à un moment donné, je pense, dans les 12 mois qui viennent. Prochainement, je pense qu'on va avoir une grosse hype de la finance décentralisée Ethereum. Les frais de transaction Ethereum sont vraiment hyper bas en ce moment et c'est ça qui avait énormément freiné la finance décentralisée Ethereum en été 2020, quand on avait eu le DeFi Summer, les frais de transaction étaient épouvantables, tandis que maintenant, Ethereum a tellement bien évolué que les frais de transaction ne seront plus un frein. Pour tout ce qui a une vraie valeur suffisamment large, ça va se faire directement sur Ethereum et ce qui nécessite une multitude de petites transactions très bon marché, ça va se faire sur les Layer 2 ou les Layer 3 Ethereum. À ce niveau-là, il y a un narratif qui n'a pas encore explosé, c'est tout ce qui permet de faire des transactions totalement gratuites, dans le sens que c'est tellement bon marché que le projet peut les payer d'avance et que les outils développés permettent de faire en sorte que l'utilisateur final ait zéro frais de transaction à payer. Ça, c'est très important pour l'adoption du grand public et pour qu'on puisse faire du Web 3 avec les gens du Web 2 qui ne connaissent pas du tout la blockchain et qui vont en faire sans faire exprès. C'est important pour l'adoption. La fameuse killer app qu'on attend tous, qui va embarquer le grand public, elle aura zéro frais de transaction. Il y en aura des frais de transaction, mais ce sera complètement caché à leurs yeux, tu vois. Donc ça, c'est un narratif qui n'a pas encore explosé. Le gaming est complètement sous les radars. Le gaming, quand ce sera son tour, on va faire des multiples extraordinaires. Linea, dont je parlais tout à l'heure, Linea a été fondée par Consensus, le même qui a créé MetaMask. Ils ont une énorme force de frappe en Occident. Consensus, ils aident les gouvernements à retracer, par exemple, où sont passés les fonds des terroristes, ce genre de trucs, et ils sont entièrement compliant, etc. Donc, je pense que la blockchain Linea, quand ce sera son tour, ça va être magnifique. Donc, par exemple, il y a le Linex, L-Y-N-X, je crois, puisqu'on parlait tout à l'heure de crypto. Voilà, donc ça, c'est ce que je surveille. Mais il y en a plein d'autres. Mais on va dire, c'est celles qui sont vraiment sous les radars. Et puis, tout ce qui étonne, bien sûr, tout ce qui étonne, je suis attentivement, je suis active, et j'en achète de temps en temps, tu vois. Ok, bah, je suis plutôt d'accord avec toi sur les narratifs. Je voulais revenir sur le gaming. Pour moi, c'est vrai que j'ai du mal à voir un peu la synergie qu'il y a entre la blockchain et le gaming. Alors, je vois le côté, les personnes peuvent détenir justement, par exemple, leurs items pour les joueurs et les garder et les jouer dans d'autres jeux. Je sais aussi pour certains créateurs de jeux, ils peuvent avoir plus de revenus. Mais après, c'est vrai que j'ai un peu de mal à voir ce qu'apporte réellement la blockchain au gaming.
Par exemple, les jeux pour l'instant, il n'y a pas encore le jeu triple A qui pourrait attirer beaucoup de personnes. Je trouve que les jeux manquent un peu de qualité. Donc, est-ce que toi, justement, qu'est-ce qui te fait penser que le gaming peut justement avoir son heure de gloire? Je pense que les triple A arrivent réellement. Va voir par exemple, va essayer Pixel. Pixel, il paraît qu'il est assez addictif, hein. Il y a des gens qui, une fois qu'ils ont commencé, ils jouent tous les jours. Je pense que la fameuse killer app dans le gaming devra avoir 0 frais de transaction pour l'utilisateur final, comme on disait tout à l'heure, et devra intégrer le token ou les NFT ou quoi que ce soit qui crée de la valeur dans le jeu, de manière que ça soit vraiment transparent pour l'utilisateur, tu vois, que ça soit quelque chose qui a une grande valeur dans le jeu, mais qui porte pas le nom de token ni de NFT. Et de cette manière-là, eh bien, le Web 2 pourra entrer en masse et on sera pas dépendant des gens du Web 3. Et il y aura énormément de gens qui ne seront pas réellement propriétaires, mais ils auront la possibilité de transférer leurs biens sur leur propre wallet pour ceux qui sont compétents. Et l'immense majorité des gens vont laisser ça sur le wallet de la plateforme. Et ce sera OK aussi, en tout cas pour la transition, la période de transition, tu vois. C'est comme au début d'Internet, il faut leur faciliter la vie. Oui, il faut qu'ils aient l'impression de ne pas utiliser la blockchain pour justement créer la communauté. Et du coup, on va revenir sur ta spécialité, à savoir les petites crypto-pépites explosives. Je voulais savoir quelle était ta méthode et quels sont les principaux éléments que tu vas regarder justement pour savoir si une crypto est intéressante. Et bien sûr, les red flags, ce qui te sautent aux yeux à première vue pour ne pas investir dans une crypto. Oui, alors ça, c'est le truc qui me passionne. Moi, je peux me relever au milieu de la nuit pour faire ça. J'étudie toutes les données de 7600 cryptos automatiquement, mais après, évidemment, je mets des filtres et je vais étudier en détail les pépites qui m'intéressent le plus. Alors, pour répondre à ta question, les critères positifs et les red flags. Donc, quand j'étudie les pépites, évidemment, je vais regarder l'évolution de la courbe du nombre d'abonnés Twitter. Et si ça fait que de descendre depuis une année, ça, c'est un red flag, typiquement. Il y a aussi les holders qui gardent sur le long terme la crypto. Est-ce qu'ils sont plutôt en train d'augmenter ou de descendre? Il y a le sentiment, Lunar Crush, etc. Donc, il y a une note communauté. Mais le red flag, ça va être si le nombre d'abonnés Twitter est plutôt en train de se dégrader depuis longtemps au niveau de la communauté. OK, parce que j'ai six critères, 6 thématiques que je vérifie systématiquement avant de faire une vraie étude détaillée où je vais passer 10 ou 20 heures avant d'acheter cette pépite. Mais donc là, les critères de base, donc il y en a 6, c'est communauté, liquidité, momentum, sécurité, technologie et tokenomics. Donc je viens d'expliquer pour communauté le nombre d'abonnés Twitter, entre autres. Il y a quoi? Il y a une vingtaine de critères, mais celui-ci, c'est le plus important et c'est celui qu'on voit du premier coup d'œil visuellement, hein. Ensuite, il y a la liquidité. Quel est le volume par 24 heures? S'il y a, je sais pas, 100 $ par 24 heures, ça va pas le faire, quoi, hein. Ensuite, le volume divisé par le market cap, parce que c'est normal qu'une grosse crypto ait beaucoup plus de volume qu'une petite crypto. Après, au niveau de la liquidité, il y a le nombre de paires, il y a est-ce qu'elles sont sur des exchanges tier 1, donc les plus gros. J'en ai sélectionné 11 et donc là, ça met une note, combien il y en a sur les 11. Il y a le nombre d'adresses actives, l'évolution dans le temps. Est-ce qu'ils ont des produits dérivés? Les volumes et le nombre de paires sur les produits dérivés. Donc, tu vois, là aussi, il y a une quinzaine de chances dans cette partie liquidité. Je dirais, si on n'en retient qu'un, ça va être la liquidité divisée par le market cap. Voilà, ça, c'est un bon critère si on n'en retient qu'un. Et si la liquidité, elle est super basse, eh bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y intéressent, donc ça lui donne, il perd des points. OK, ensuite, dans Momentum, moi, j'ai une définition de Momentum différente de ceux qui font du suivi de tendance, puisque je fais du value investing. Donc, on regarde plein de paramètres sur 7 jours et 30 jours. Typiquement, quand la TVL est bien augmentée et le prix a augmenté à peine un petit peu ou pas du tout, là, on sait qu'on est en avance sur la montée du prix. Là, j'ai plein de graphiques qui prouvent que la TVL, elle monte fort avant que le prix monte fort chronologiquement. Donc ça, c'est très, très intéressant.
Et puis toujours dans cette partie momentum, là je surveille les baleines sur différents sites, par exemple les 1% plus gros comptes, est-ce qu'ils sont plutôt en train d'acheter ou de vendre, le nombre de larges transactions, les acheteurs divisés par les vendeurs. Tout à l'heure, on parlait des colonnes. Qu'est-ce qui fait bouger plus de pourcents ou moins de pourcents? Le prix en fonction du carnet d'ordre, hein. On en parlait tout à l'heure. Eh bien, ce que je fais, c'est que j'additionne toute cette colonne, même s'il y a des centaines de paires, hein, sur les grosses cryptos, j'additionne tout ça des deux côtés et je dis, est-ce qu'il y a plus de vendeurs ou plus d'acheteurs? Et ça me met aussi une note, etc. Donc, et puis aussi les flux des exchanges. Est-ce que les gens sont plutôt en train d'envoyer la crypto sur les exchanges, probablement pour la vendre, ou est-ce qu'ils sont plutôt en train de récupérer la crypto des exchanges vers leur propre wallet? En général, c'est plutôt pour pouvoir la garder, tu vois. Voilà, donc momentum, il y a plein de critères aussi, là, il y en a vraiment beaucoup là-dedans. Dans la sécurité, eh bien, le plus important, celui qui donne le plus de points, c'est des.fi. Et c'est gratuit. Mais vraiment, je recommande à tout le monde d'aller voir des.fi. Dès que vous vous intéressez à une crypto, vous allez sur de.fi, /scanner, vous mettez le nom de la crypto ou bien son numéro de smart contract et vous allez voir tous les points forts et les points faibles au niveau de la sécurité du token lui-même. Ça ne va pas donner la sécurité de tous les smart contracts de ce projet. Ça va donner la sécurité de ce token lui-même, y inclut est-ce que la liquidité est bloquée ou pas, etc. Est-ce qu'ils ont la bonne version du code de Solidity, etc. Donc, ça va très profondément. C'est un très, très bon site des points fi. Après, il y a toutes les infos qui viennent de Skynet. Il y a Certic, donc ça, c'est cer.live. C'est aussi gratuit, celui-là, hein. Et ça, c'est plutôt pour l'écosystème Ethereum. Il y a est-ce qu'ils ont sorti leur GitHub avant de sortir la crypto? S'ils ont sorti le GitHub, et là, on ne le voit pas parce que quand il n'y a pas de couleur, je ne le mets pas dans la partie sécurité, mais il donne quand même quelques points. Quand ils ont sorti le GitHub et le Twitter longtemps avant le token, eh bien ça, c'est excellent pour la sécurité parce que les scams ne font jamais ça. Ils lancent tout en même temps. Voilà, donc ça c'est bien. Est-ce qu'il y a des paires sur Kraken ou sur Coinbase? Parce que généralement, Kraken et Coinbase ne prennent que des cryptos qui sont bien sécurisés. Et puis là, le rouge absolu qui lui fait mais descendre la sécurité, mais dramatiquement, c'est s'ils n'ont rien publié depuis longtemps sur leur compte Twitter. Un projet qui n'a pas encore lancé son token et qui est à fond en train de développer tout ça, on peut imaginer que pendant 30 jours, 60 jours, il laisse tomber son compte Twitter parce que c'est encore une petite équipe et puis que voilà, ils avaient personne community manager à ce moment-là. On peut imaginer. OK, c'est pas complètement éliminatoire. Mais par contre, s'ils ont déjà lancé leur token et qu'ils ne publient pas pendant 30 jours ou même plus, là, c'est un flag total rouge pour la sécurité, tu vois. Voilà. Et puis bon, il existe aussi des cryptos qui sont actives seulement sur Facebook et pas du tout sur Twitter. Et dans ces cas-là, c'est simple, c'est encore pire, c'est des scams, hein, c'est des Ponzi ou des MLM, c'est pas des vrais cryptos. Donc, je disais, la sécurité, c'est ça le red flag, c'est s'ils n'ont rien publié depuis très longtemps sur Twitter. Ensuite, la technologie. Alors, s'ils ont fait un contrat avec Chainlink, surtout une petite pépite qui a fait un contrat avec Chainlink, donc ça, vous le voyez dans Chainlink ecosystem.com/écosystème de mémoire, je pense que c'est ça. Et là, vous devez patienter pendant que tous les projets chargent. Vous revenez 2 minutes plus tard. Il y en a vraiment beaucoup. Et là, vous pouvez faire des recherches par mots-clés ou alors simplement les mettre, je sais pas, vous sélectionnez gaming, vous allez voir les projets qui se sont lancés récemment et qui ont un contrat avec Chainlink. Et de nouveau, ceux qui ont l'intention de partir avec la caisse, ils vont pas faire un contrat de partenariat avec Chainlink, soit pour utiliser les données de Chainlink, soit pour fournir des données à Chainlink, soit les deux. OK. Ensuite, évidemment, dans technologie, il y a tout ce qui est GitHub. Alors, je surveille tous les repos de tous les GitHub de toutes les cryptos qui sont sur CoinGecko et CoinMarketCap. Je surveille, je ne sais pas si par exemple une crypto a 31 repositories GitHub, donc c'est comme des répertoires hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, je vais surveiller tous. Je vais regarder quand est-ce qu'ils ont fait des commits. Je ne compte pas les commits. Donc, commit, c'est validation du code. Ça veut dire on le met en prod. Je ne compte pas les commits
de ce qui a été forqué, je prends en compte que les commits qui ont été faits par l'équipe. Et ensuite, ben voilà, il y a plein de notes. Je vous passe les détails, mais on peut voir plein de choses dans un compte GitHub. Est-ce qu'il est apprécié? Est-ce qu'il est suivi? Est-ce qu'il est estimé? Voilà. Ensuite, pour la partie technologie, je regarde aussi beaucoup les études de Tokenmetrics. Tokenmetrics.com. Je suis membre premium depuis le début qu'ils existent. J'adore ça. Ils font, alors il y a des outils automatisés, mais il y a aussi leur leur équipe expert qui font des recherches. Ils publient plusieurs recherches par semaine où ils mettent des scores comme moi, soit sur la partie fondamentale, soit sur la partie technologie. Et là, j'adore la manière dont ils mettent les scores sur la partie technologie. Donc ça influence aussi cette note lorsque j'ai une étude de leur part qui soit suffisamment récente. Et puis ensuite, la partie tokenomics, ben voilà, ça, je pense que ton audience le sait, quand on distribue des tokens, ça fait une pression à la vente qui va faire baisser le prix. Alors, si on est en plein en train d'annoncer des nouvelles fonctionnalités, bah, ça monte un peu moins vite, mais ça monte quand même. Mais d'une manière générale, la distribution des tokens, c'est pas bon pour le prix. En même temps, mets-toi dans la peau du projet. Il faut bien qu'ils distribuent les tokens au fur et à mesure, tu vois. Donc, c'est pas évident comme situation quand tu es dans la peau du projet. Tu dois bien les distribuer, tes tokens, à un moment donné. Donc là, je mets les points différemment selon si c'est des cryptos qui viennent de l'ancienne bulle, de 2021 ou avant, ou si c'est des cryptos qui sont apparus depuis lors. Pour moi, la ligne de démarcation, c'est au 1er décembre 2022. Et je suis beaucoup plus tolérante avec les jeunes cryptos, évidemment, parce que la plupart, ils n'ont pas encore distribué tous leurs tokens. Et alors là, il y a plein de paramètres dans les tokenomics. Il n'y a pas que la distribution des tokens. Et comme tu le sais, s'ils ont distribué récemment tout plein de tokens, ils auront du mal à remonter jusqu'à leur plus haut historique, à remonter au prix plus haut historique, parce que c'est un peu comme de nager à contre-courant. Il faudra beaucoup plus d'argent pour faire remonter le prix. Donc, il y a aussi le fait, s'ils ont plusieurs cryptos, ça dilue l'investissement. S'ils ont un stablecoin, je mets des points parce que ça augmente les cas d'usage de la crypto, et les cas d'utilisation de la crypto, ça fait aussi partie des tokenomics. Le fait qu'ils aient des produits dérivés, ils gagnent quelques points aussi parce que ça augmente les cas d'utilisation. Voilà, donc il y a plein de choses passionnantes. Et puis alors au centre, tu vois, il y a les news. Les news, je fais ça avec Crypto Flash France. Il est génial. Je l'ai choisi entre tous parce qu'il est vraiment très, très compétent et j'adore sa manière de présenter les news. Tu vois, là, par exemple, au centre, dans la partie verte, tu vois la news, ça date. Et entre brackets, tu vois, par exemple, tokenomics. Ça veut dire que cette news, elle va mettre des points dans la partie tokenomics, dans la gauche, le pourcentage tokenomics, tu vois. Et en plus, donc, il me prépare les news. Tous les jours, il m'en rajoute quelques-unes. J'adore ça, c'est génial. Et il doit préciser court terme, moyen terme, long terme. Je parle trop vite là. Court terme, moyen terme, long terme. Et est-ce que c'est grave? Prêt à du vert foncé, vert clair, rouge foncé, rouge clair. Donc là, les news, j'ai réussi à automatiser relativement, ou plutôt à quantifier quelque chose que les autres n'arrivent pas à quantifier. Voilà, donc tout ça, c'est passionnant. Et pour ceux qui n'ont pas de TVL, ou à gauche, à la place d'avoir le trafic TVL, eh ben, on a l'évolution de la supply et les tokens distribués. C'est super intéressant de comparer ça avec l'évolution du prix, évidemment. Ouais, donc j'adore ça, tu vois, moi, j'arrête pas de rajouter. Là, par exemple, on vient de rajouter DeFi Lama Hack, que j'ai annoncé hier dans mon live du groupe privé. Et quand sur DeFi Lama, tu as un hack qui est annoncé immédiatement, c'est drapeau rouge, sécurité en rouge, etc., dans la crypto correspondante dans mes PDF. Et en plus de ça, ce que les gens ne se rendent pas compte souvent, c'est que tout est cliquable. Tout est cliquable là-dedans. Tu peux aller voir la source et très souvent, les sources sont gratuites. Et du coup, mes apprenants, ils apprennent beaucoup en cliquant sur les sources pour étudier. Et quelqu'un qui veut acheter un shitcoin, vraiment une crypto de très mauvaise qualité, s'il a ce document, il voit tout de suite où sont les points rouges, les points dangereux, tu vois. Donc là, on peut vraiment aider les gens. Là, je suis en train de contacter plein de gens pour distribuer tous ces PDF parce que il faut maintenant que le grand public ait accès, tu vois. Maintenant qu'il est complet, ça faisait du sens de le garder que dans mon groupe privé quand il était pas complet, mais maintenant qu'il est complet, je veux vraiment que tout le monde ait accès, tu vois.
Ah, vraiment, non, un super document. C'est vrai que ça permet de faire un filtre assez rapide sur les cryptos et après, justement, de faire les différentes recherches. C'est vrai que la partie filtre, ça met un temps fou de manière générale. C'est vrai qu'avec ce document, et je suppose qu'en plus, sur ton document, tu peux faire remonter les meilleures notes en premier. Oui, c'est celui-là, Best Score. C'est un PDF de 5 pages avec plein de tableaux, des scénarios, des narratifs qui montrent quelles sont les meilleures notes en ce moment. Oui, tu peux scroller si tu veux. Et il change tout le temps, évidemment, puisque tout est mouvant dans les projets. Donc, chaque jour, à 7h et à 19h, il y en a un nouveau qui apparaît dans mon groupe privé. Ah, tu peux y aller, il y a plein de pages. Hein. Il y a 5 pages, donc il y a 15 tableaux. Alors, les meilleurs dans chacune des gauges, hein, chacune des thématiques. Ensuite, voilà, tu peux y aller. Hein, il y en a. Voilà. Il y en a pas mal. Tokenomics. Ensuite, là, j'ai des crypto récentes plus sécurité plus momentum. Ça, c'est un scénario. Hein, ceux qui ont une très bonne sécurité, mais qui en même temps sont très hauts dans momentum et que la crypto est récente. Mais attention, il y en a des qui ont très peu de volume ou qui ont très peu de liquidité. Tu vois, mais tu vois tous les scores Ouais, ça ici. permet de t'aider à faire un filtre en plus Voilà, en parce que du fonction. coup, mes apprenants, des fois, ils se disent, ouh, celui-là, il est très intéressant à étudier. Et moi aussi, évidemment, moi aussi, j'étudie les petits qui apparaissent là, parce que des fois, je découvre des pépites aussi par mon tableau Best Score. Et ensuite, le scénario suivant, donc c'est crypto récente, plus Twitter est bien monté sur 30 jours et le GitHub est bien monté sur 30 jours. Parce que lorsqu'ils viennent de publier beaucoup de code sur GitHub, et bien souvent, c'est juste avant qu'ils annoncent des nouvelles fonctionnalités. Et là, tu peux attraper des belles montées à leur début. En fait, ça m'aide Ok, à ça permet de repérer. Et trouver les c'est des hypes. scénarios. Ça permet de trouver les hypes, du coup. Oui, ouais, c'est génial, j'adore ces scénarios. Ensuite, si tu descends encore, on a les narratifs. Donc là, il y a les meilleurs de Bitcoin écosystème, ensuite les meilleurs de Base écosystème. OK, ça, je peux dire, c'est depuis super longtemps hein, qu'on regarde Base. Les meilleurs de intelligence artificielle. Ensuite, il y a les meilleurs de Dépine. OK. Chaque fois, je mets un filtre sur Twitter 30 jours croissants. Hein. Ça élimine les anciennes cryptos qui sont mortes. Les meilleurs dans la catégorie gaming et les meilleurs dans la catégorie RWA, c'est-à-dire la tokenisation des actifs du monde réel. Donc, ça change tout le temps. Lesquels sont en haut? Bon, il y en a des qu'on retrouve souvent en haut, OK, mais ça nous montre des fois des pépites juste avant que leur prix explose. C'est super intéressant. Voilà, donc ça, c'est le best score. Il est disponible aussi dans la version anglophone, ça dépend quel abonnement les gens prennent. Et il y a une version gratuite dans la version anglophone, totalement gratuite. Je te recommande de t'inscrire, toi d'ailleurs, hein, où tu reçois 2 PDF par jour gratuitement. Mais tu ne peux pas les choisir dans la version gratuite. Mais tu choisis les 2 meilleurs du moment. Donc, si tu remontes tout en haut, là, de ce document, voilà. Eh bien, en ce moment, c'est One Inch. C'est-à-dire, tous ceux qui ont l'abonnement gratuit actuellement, tout à l'heure, ils ont reçu le PDF complet de One Inch. Et ce n'est pas la version image, non, c'est la version PDF où tout est cliquable. Tu vois. Et une autre fois, c'est déjà arrivé que ça soit Orchid Protocol, qui est petit, hein, il est tout petit. Très souvent, ça va être AAV, Ethereum, Polygon. Parfois, on a eu une période où c'était souvent Bifi aussi, pour qui j'ai beaucoup d'estime. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube sur Bifi. Donc, ouais, je pense que pour ceux qui veulent l'abonnement gratuit, c'est déjà très formateur, c'est déjà une bonne affaire, tu vois. Et ça, on le trouve sur CryptoScore. C'est crypto, et puis score au pluriel, SCORES, tout collé.com. Et là, on a l'accès, tu verras, en un clic. Il n'y a pas de login, pas d'email, pas de numéro de carte bancaire, rien du tout. Tu cliques et c'est directement en contact avec le bot sur Telegram, gratos. Je ne connais pas ton email. C'est vraiment, c'est automatique. Après, si la personne, elle veut pouvoir choisir quel PDF elle demande, bah là, elle peut prendre un petit abonnement à $50. Donc, il y a plein de choses maintenant qui sont… Je veux vraiment distribuer ça au grand public. Hein, et je suis en train de lancer la version anglophone sur Twitter aussi. Tu vois. Ok, non, mais super, vraiment, je pense que je vais au moins m'inscrire à la version gratuite pour essayer parce que c'est vraiment, ouais, ça va permettre de gagner beaucoup de temps et je pense pour les personnes qui cherchent les petits cryptos, c'est vraiment cool. Ouais. Et j'avais une question sur toi sur la partie tokenomics dont tu nous as parlé tout à l'heure.
Ouais. Moi, mon avis, c'est que la tokenomics, forcément, c'est très important, mais c'est peut-être plus important, on va dire, en bear market qu'en bull market, parce qu'en bull market, si tu es sur une crypto-monnaie qui a de la hype, on va dire que les liquidités qui arrivent peuvent un peu compenser le fait qu'il y ait une mauvaise tokenomics. Et surtout, les projets qui marchent souvent le plus, c'est des nouveaux projets qui ont justement une tokenomics pas terrible. On a vu par exemple avec Celestia. Bon, après, il faut quand même surveiller les libérations, parce que forcément, si ça double du jour au lendemain, ça va être compliqué à suivre. Mais du coup, je voulais ton avis sur les tokenomics actuels. Je trouve qu'elles sont très axées ici et que il y a et que ouais, les libérations sont assez abruptes. Ça libère pas de manière régulière. C'est plus, il y a rien pendant un an, d'un coup on double. Donc, qu'est-ce que tu penses des tokenomics actuels qui pour moi sont un petit peu compliqués pour les nouveaux qui rentrent et qui n'ont pas eu accès aux ventes plus tôt? Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on a vu, par exemple, avec ICP, Internet Computer, lors de la dernière bulle, qui se sont lancés beaucoup trop haut, et c'est le grand public qui a acheté au VC, les tokens, et le grand public s'est fait complètement truander. Et tout le monde a détesté ça, il y a eu beaucoup de bad buzz après coup. Et là maintenant, c'est en train de devenir une situation très fréquente que tu viens de résumer très efficacement, où il y a des tokenomics qui sont optimisés pour les VC. Donc, ils achètent des tas de tokens très bon marché. Ils savent que l'ouverture des ventes sur le marché secondaire se fera à tel prix avec tel volume de marketing. Et eux, ils reçoivent une partie à ce moment-là pour pouvoir récupérer la mise de départ et faire des bénéfices. Ensuite, il y a un investing sur la durée où ils récupèrent petit à petit les tokens et ça vient écraser le prix. Parce qu'ils ont eu les tokens à un prix tellement plus bas que le grand public, que du coup, c'est une injustice totale, et c'est vraiment leur première communauté motivée par le marketing se fait truander. Alors, comment pallier à ça? J'ai remarqué que lorsqu'on achète sur CoinList des projets qui sont en plein lancement, sur CoinList, généralement, on a un market cap et un FDV au moment du listing CoinList qui est raisonnable. Donc, ça, c'est un compromis entre les deux. Mais après, l'arrivée sur le marché secondaire, ils sont beaucoup trop hauts. Alors, heureusement, il y a quand même, je sais pas, entre 5 et 10% des projets crypto qui se lancent avec avec des tokenomics qui sont favorables pour la communauté. Et ça, l'avantage avec mes outils, c'est que je peux les repérer du premier coup d'œil, tu vois. Parmi les 7600 cryptos que je regarde tous les jours, bah, il y en a quand même des centaines et des centaines qui sont vraiment intéressantes, même au niveau tokenomics, parce qu'ils ont choisi de favoriser la communauté et que les VC ont eu leur token à un prix raisonnable, ou alors il n'y a carrément pas eu de VC. Ouais, on a vu par exemple les Fair Launch avec, je crois, c'était Caspa qui était en Fair Launch et Big Tensor aussi. Du coup, ça, on va dire, ça a permis de bien marcher et d'avoir une hype justement parce qu'il n'y avait pas trop de VC derrière pour dumper sur les petits retail qui arrivaient après. Oui, alors les faire lunch, très souvent, se cassent la gueule. Tu viens de donner 2 excellents exemples, mais le fait d'être en faire lunch n'est pas du tout une garantie de réussite. Par contre, c'est une garantie que tu as pas des VC qui vont te dumper les cryptos dessus. Mais le faire lunch a généralement aussi beaucoup d'inflation puisque ça n'est pas préminé. Comme au début de Bitcoin, l'inflation est très forte. Tu regardes BitTensor, là, il se prend vraiment l'inflation dans la figure parce que l'intelligence artificielle n'est pas en période de hype. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, très justement, quand on est en plein bull run, les tokenomics sont beaucoup moins importants. Donc, imaginons qu'il y a une montée brusque sur le narratif de l'intelligence artificielle parce qu'il se passe quelque chose, on l'a déjà eu plusieurs fois et on va l'avoir de nouveau. Ok. Imagine qu'on est en plein dans cette montée brusque et pendant 3 semaines, toutes les cryptos d'intelligence artificielle vont faire des magnifiques montées et tu as intérêt à être positionné avant. Et pendant ces fameuses 3 semaines, la distribution des tokens, les tokenomics n'auront pas d'impact, quasiment pas. Et puis ensuite, s'ils ne sont pas sous les feux des projecteurs pendant une longue période, eh ben, ça va de nouveau être la descente progressive à cause des tokenomics qui sont mauvais ou qui sont juste, ils sont comme ils sont. Hein. On ne peut même pas dire mauvais parce que ceux qui copient les tokenomics de Bitcoin, par exemple, bah, on ne va pas critiquer Bitcoin, mais c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup d'inflation, tu vois. Donc, les tokenomics négatifs
sont très préjudiciables quand le narratif n'est pas en pleine montée. Et ça, c'est quand même la majorité du temps. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est assez compliqué de trouver les bonnes tokenomics, mais bon, après, là, je sais qu'il y a de plus en plus de métiers qui sont justement là-dessus pour essayer de faire les tokenomics, on va dire, entre guillemets, parfaites, qui correspondent bien au projet pour onboarder les bonnes personnes, mais ça reste encore assez compliqué. Oui, je pense que la solution est d'éviter les extrêmes. Par exemple, avoir des VC qui investissent, ça permet d'assurer la pérennité du projet. Et si les VC, donc venture capital, donc capital risque, ils investissent à un prix raisonnable, ils doivent quand même faire des bénéfices. Ils ont pris plus de risques, hein. C'est normal qu'ils achètent moins cher et qu'ils fassent des bénéfices parce qu'ils ont pris plus de risques. Et certains des projets dans lesquels ils investissent vont disparaître. Donc, c'est normal qu'ils fassent plus de bénéfices que les gens qui ont acheté plus tard quand le projet était plus solide. Donc, moi, je suis pas du tout fâchée avec les VC. Par contre, il faut qu'ils aient acheté à un prix qui est plus bas que celui qui est sur le marché secondaire, oui, mais pas trop loin, quoi, pas divisé par 100, quoi. OK, donc il y a ça. Il faut qu'ils aient un pourcentage des tokens qui soit pas trop élevé. Donc, en fait, je pense que la solution idéale que le monde entier est en train de tester dans des milliers de projets, eh ben, on va tester les extrêmes. OK, on va trouver des combinaisons qui marchent et puis finalement, on va se rendre compte que l'adoption est encore plus important que les tokenomics. Et une chose importante que je voulais dire aussi, c'est l'utilité du token. Parce que même si la tokenomics est absolument parfaite, mais que c'est juste un token de gouvernance qui ne sert à rien d'autre et qui ne bénéficie pas de l'utilisation des fonctionnalités de ce projet, alors eh bien, le token aura du mal à monter parce qu'il n'y a pas des bénéfices qui sont reversés dans quelque chose qui est bénéfique au token. Là, je pense évidemment au buyback and burn, OK, comme Ethereum qui brûle une partie des frais de transaction, ou au fait qu'une partie des frais engendrés par la réelle utilisation des fonctionnalités du projet, donc qui ne soit pas dû à l'inflation, qui soit dû vraiment à l'utilisation du projet. Si une partie de ces frais est reversée à ceux qui ont le token, par exemple en staking, et que c'est vertueux, ça n'est pas dû à l'inflation, à ce moment-là, c'est vraiment très très bon signe. C'est le cas de Aave. Aave est extrêmement rentable alors qu'il n'a pas besoin de l'inflation pour faire ça. C'est pour ça que je suis très bullish sur Aave, c'est une des nombreuses raisons, tu vois. Ok, non, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y avait aussi Injective, justement, qui avait ce côté au niveau de sa tokenomics et de son utilité, qui faisait en sorte que, justement, plus c'était utilisé, plus le jeton en bénéficiait. Et je voulais savoir, justement, par rapport aux pépites, est-ce que tu aurais trois cryptos à nous donner? Donc, pas forcément des cryptos avec des tout petits market cap qui sont très risqués, mais des cryptos sur lesquels tu trouves qu'il y a un bon un rendement actuellement. Alors, j'ai plein de pépites explosives. Alors là, sur YouTube, je n'ose pas trop parler de celles qui sont vraiment minuscules parce que des fois, elles n'ont pas assez de liquidité. Je risquerais de faire bouger le prix dans le mauvais sens avant qu'on ait eu le temps de l'acheter. Donc là, je voudrais parler d'abord de AAV. Je l'ai déjà montré, on l'a déjà décrit, on en a déjà parlé. Donc, je vais en choisir trois autres. Et là, je vais parler de Internet Computer, ICP, parce que je l'ai étudié à fond récemment, tout l'écosystème. Si tu tapes Internet Computer écosystème sur Google, tu vas voir tous les projets qui ont été construits pendant le bear market. La TVL, elle est en train d'augmenter, mais elle est encore minuscule parce qu'il faut qu'il y ait des projets de finances décentralisées qui se lancent. Pour le moment, il y en a beaucoup qui sont en construction. L'écosystème, il est tellement énorme et regarde les commits. Tu vois les commits dans la partie technologie, commit GitHub sur un an, il y en a plus de 30 000. Eh bien, ça, je peux te dire, c'est méga rare. C'est d'ailleurs ça qui m'a poussé à étudier cet écosystème. C'est vraiment énorme. Et là, ça ne compte que les commits sur cette crypto-là, sans compter les commits de plusieurs centaines de projets qui sont en train de se développer dans l'écosystème de Internet Computer. Donc, ils ont truandé leur communauté en 2021, oui, mais maintenant, quand
eux, ils vont commencer à faire du marketing, ça va être énorme. Ça va être absolument énorme. Si vous allez voir sur DeFi Lama, donc là, par exemple, si tu cliques sur le graphique de couleur noire, la TVL, là, on peut voir les projets intéressants dans… oui, c'est ça, ouais, tu cliques là, ouais, c'est ça. Ça va t'ouvrir DeFi Lama et si tu scrolles un peu, tu vas voir les projets qui sont en train de scroll encore et tu vas voir les projets qui sont déjà lancés. Et si par exemple je veux acheter le meilleur DEX, ben Sonic n'a pas encore lancé sa crypto, donc c'est ICP Swap actuellement le meilleur DEX. Et effectivement, il est intéressant, mais il est beaucoup trop petit. Je veux dire, dans le sens que c'est très, très, très risqué d'acheter des projets aussi petits. Mais d'acheter ICP lui-même, là, je pense que là, on va faire des très jolis multiples dès qu'ils commenceront à faire du marketing. OK. Donc, si on revient sur le PDF, tu peux voir sur la droite qu'ils ont déjà distribué 90% des tokens. Donc, là, on va avoir une pression à la vente qui sera très modérée. Et puis, ils sont extrêmement sécurisés. Enfin, tu peux voir toutes les notes qui sont vraiment excellentes. OK. Donc, ça, c'est déjà une pépite. Ensuite, comme pépite, je voudrais mentionner RSR, Reserve Rights. Si tu peux l'ouvrir, voilà. Regarde, comme la TVL est montée plus fort que le prix. Regarde ça. C'est spectaculaire. Et très souvent, la TVL, elle monte avant le prix. Ou en tout cas, elle monte fort avant que le prix monte fort, tu vois. Le nombre d'abonnés Twitter, il a continué à monter malgré qu'on était en bear market. Donc ça, c'est très bon signe. Ils ont continué à développer. Et si tu descends vers les scores, eh bien, tu peux voir que voilà, GitHub commit en un an 2700. Ça, c'est un chiffre de qualité. Hein, c'est le genre de chiffre. Dès qu'on dépasse les 1000 pour une grosse crypto, c'est parfait. Les tokenomics, alors ils ont distribué 51% des cryptos, donc il va y avoir encore une pression à la vente, mais ça reste quelque chose de très raisonnable parce qu'ils ont un système ils ont mis les tokens qui restent dans des wallets à distribution très lente et il y a un smart contract qui gère le fait qu'on peut les distribuer que très lentement et c'est la communauté qui doit décider. En fait, il y a même deux sortes de wallets. Donc les tokenomics, c'est pas trop inquiétant, c'est 51%. La technologie super, la sécurité super, le momentum, bon, il vient de monter, donc il perd quelques points parce que quand il monte, c'est plutôt le moment de prendre des bénéfices, c'est pas forcément le moment d'acheter, mais sauf si on est au début de la montée et si les autres paramètres sont excellents. La liquidité excellente, la communauté, on vient d'en parler, c'est bien, même si actuellement ils sont un peu à plat, ils sont quand même bien montés pendant le bear market. Et pourquoi je m'intéresse à celui-là, c'est que RSR permet de créer des stablecoins. Et les stablecoins commencent à être en odeur de sainteté auprès des banques et des banques centrales. Et là, n'importe qui va pouvoir créer des stablecoins à condition de poser en collatéral quelque chose que le marché estime assez solide. Donc, c'est extrêmement scalable pour monter en quantité d'utilisateurs. Et quand tu regardes la TVL qui monte comme ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui ont créé un stablecoin en y mettant quelque chose de tokenisé, que ça soit des NFT, des cryptos, des stablecoins ou que ça soit n'importe quelle autre crypto en quantité suffisante. Et ça fait monter la TVL et là, ça reflète exactement le fait que les outils sont réellement utilisés, tu vois. Donc, RSR, je pense, aura vraiment un bel avenir. J'ai été, il y a 2-3 mois en arrière, c'était quoi? C'était en juin, je crois. J'ai été à Francfort à un événement où il y avait des banquiers centraux, il y avait le monsieur qui a dirigé les travaux pour rédiger le règlement MiCA en Europe. Il y avait plein de gens très haut placés qui font la finance d'aujourd'hui et qui débattaient au sujet de la blockchain. C'était sur invitation seulement. Hein. J'étais un peu un ovni là-dedans, mais j'ai pu entrer grâce à Glassnode. Et du coup, j'ai pu entendre quelles sont leurs intentions dans le futur proche. Et je peux te dire que tout le monde était très bullish sur les stablecoins. Du coup, cette crypto RSR qui a fait ses preuves, qui a une traction et qui est vraiment utilisée pour faire des stablecoins, je la trouve extrêmement intéressante.
En plus, elle est là depuis longtemps. Elle n'a pas eu de hack. Vraiment, je pense qu'elle a un joli potentiel et que c'est une pépite. Voilà. Et puis, en troisième, eh ben, je vais parler de Bifi. Bifi, parce que les gens adorent l'effet compounding quand ils le connaissent. Et monsieur et madame tout le monde n'a pas forcément envie d'aller faire des choses compliquées dans la finance décentralisée, d'aller récupérer le token en tant que le LP token pour aller le replacer sur une autre plateforme pour récolter encore quelque chose et quand ils récoltent des bénéfices, d'aller les replacer quelque part. Et tout ça demande beaucoup de manipulation, ça fait beaucoup de frais de transaction et c'est trop compliqué pour la plupart des gens. Donc, Bifi apporte des solutions facilitées qui permettent d'automatiser le compounding, de réduire les frais de transaction et du fait que quand tu places des choses dans leurs outils, eh bien, ça fonctionne et ça te fait l'effet compounding automatiquement. Ce ne sont pas les seuls à faire ça, évidemment, mais ce sont les plus solides parmi ceux qui font ça. Et en ce moment, ils sont sous les radars, ils sont, voilà, ils sont dans plusieurs écosystèmes. Donc là, ils se sont bien élargis pendant le bear market. Ils ont continué à développer. On peut voir hein, là, 4900 commits en un an, dont le plus récent était hier. Donc, vraiment, ils bossent, les gars. Et quand le narratif de la finance décentralisée Ethereum va revenir grâce aux ETF Ethereum et tout ça, ça va revenir, je le sais, je ne sais pas quand, mais ça va revenir, et ben, je pense que Bifi va être très bien positionné pour attirer beaucoup de capital de gens qui veulent bénéficier de l'effet compounding sans avoir besoin d'être 3 fois par jour devant l'écran, tu vois. Donc, je pense que c'est un narratif qui plaît à la fois aux gros comptes et à la fois aux petits comptes. Ok, bon, en tout cas, 3 super cryptos que tu nous as donné. En plus, là, c'est bien détaillé avec les bons arguments et tes scores. Non, vraiment, beaucoup de valeur avec ce document et ces 3 pépites. Bon, on rappelle pas un conseiller en investissement et ça peut bouger aussi en fonction du moment à laquelle vous voyez la vidéo. Forcément, si vous la regardez dans un an, ce sera peut-être plus la crypto à acheter. Mais en tout cas, non, des cryptos intéressantes. RSR aussi, je l'avais sous mon radar. Donc, non, vraiment des très bonnes cryptos. Excellent. Et quand on en achète, il faut accepter l'idée que peut-être on aura encore une jambe baissière sur l'ensemble du marché. Il faut accepter l'idée aussi que peut-être ce narratif-là, ça va prendre du temps avant que ce soit son tour d'être sous les feux des projecteurs. Donc, si on n'aime pas avoir le portefeuille en rouge et qu'on veut fractionner le risque, on peut acheter un petit peu chaque semaine pour essayer de choper surtout les points bas. OK, mais d'une manière générale, dans la crypto, si on ne supporte pas l'idée d'avoir un portefeuille en rouge, eh ben, il faut juste pas acheter des cryptos. Et c'est pour ça que je dis à mes apprenants, si vous faites cet achat, eh bien, il faut vraiment voir sur le long terme. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, bah, merci pour toutes ces pépites. Maintenant, je voulais avoir ton avis un peu plus global sur le marché des cryptos actuels. On sait qu'on a des cycles qui se répètent souvent, vu que ça se base sur la manière de penser des gens et le comportement humain. Là, on a vu qu'on avait eu un rattrapage, vu qu'on était un peu en avance par rapport au halving. Donc, selon moi, on est plus dans une consolidation d'intercycle et le meilleur est encore à venir. Et je voulais savoir, pour toi, où on en était justement au niveau de ce bull market. Excellente question. Alors, je trouve que tu as raison. On est dans une période de consolidation avant la vraie montée, comme on en a eu lors de chaque cycle. Simplement, en ce moment, elle arrive à un autre moment du cycle. Parce que effectivement, comme tu l'as dit, on était déjà beaucoup monté suite à l'ETF Bitcoin. On était déjà beaucoup monté début 2024, avant même le halving, ce qui est assez inhabituel. Mais ça n'empêche pas que si tu regardes on-chain, qui achète et qui vend pendant cette période difficile qu'on a depuis mi-mars, où les prix sont globalement redescendus,
qui est-ce qui achète? Eh bien, ce sont les gros comptes. Et qui c'est qui vend? Ce sont les petits comptes qui ont peur. Et on se retrouve dans la même situation qu'en 2016 ou en 2020, avant la grande montée. Et voilà, en 2024, eh ben voilà, ça se répète. C'est les gros comptes qui achètent aux petits comptes parce que les gros comptes, ils savent que ça va monter. Et si tu regardes moi, je surveille énormément la courbe de création des stablecoins parce que ce sont les gros comptes qui créent les stablecoins. Et ben là, on est aussi dans une période où il y a énormément de stablecoins qui sont créés parce que les gros comptes, ils veulent faire des achats à bas prix actuellement. Ok, ok, bah, tu as répondu à ma question suivante. J'allais te demander les indicateurs que tu utilisais pour trouver les tops et les bottoms. Bien sûr, c'est compliqué de les avoir, mais en tout cas, pour savoir quand on s'en rapproche. Donc, toi, c'est principalement des métriques on-chain, si j'ai compris, mais je voulais savoir, est-ce que tu utilises aussi, par exemple, des métriques sociales? Comment, par exemple, se passe, quel est le sentiment sur Twitter? Est-ce que toi, par exemple, tes vues sur ta chaîne YouTube font plus de vues? Aussi, ça peut montrer que les nouveaux arrivent. Est-ce que tu utilises des événements comme, par exemple, on en parle à la télé, donc c'est peut-être le moment de commencer à un peu plus vite partir. Et justement, est-ce que tu suis le comportement des web, même si j'ai compris que c'était une des choses que tu regardais pas mal? Oui, alors je regarde énormément qui achète quoi à quel moment. Le comportement des mineurs aussi est intéressant, ceux qui font du minage Bitcoin. Et puis, surtout, on a, ça c'est le chapitre 5 de ma formation, on a des paramètres à surveiller une fois par semaine pour vérifier si on est en pointe de bulle. Là, je vais ajouter quelques paramètres supplémentaires que j'ai étudiés récemment. Il y en a un qui est génial, c'est le CBBI. Il s'appelle Colin Talks Crypto Bitcoin Bull Run Index. Mais si on tape CBBI Bitcoin sur Google, on le trouve. Et lui, il a depuis longtemps, il a très bien permis de trouver où sont les pointes de bulle. Oui, d'une manière générale, pour repérer où on en est dans le cycle, ce qui est le plus intéressant, ce que font les gros comptes, effectivement. Et puis, c'est aussi le sentiment de marché. On connaît bien maintenant le Fear and Greed Index. Lorsque tout le monde a peur. Et là, maintenant, on est dans une bonne période dans le sens qu'il y a de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux qui disent « Et si la bulle était finie ? Et si la pointe était réellement au mois de mars ?» Bon, c'est les gens qui n'ont pas regardé on-chain. À ce moment-là, moi, je leur suggérerais de regarder, pour ceux qui sont compétents, dans TradingView, le RSI de Bitcoin avec une bougie par mois. Et là, il faut un zoom là-dessus sur la paire Bitfinex où on voit vraiment l'ancienneté de Bitcoin et on voit très clairement que la pointe qu'on a eue au mois de mars n'est absolument pas une pointe de bulle, par exemple. Tu vois. Et puis, ce qui est vraiment très, très chouette aussi, c'est de suivre ce que publie Glassnode. Alors, l'abonnement Glassnode, je comprends qu'il est très onéreux pour la plupart des gens. Moi, mes apprenants en profitent indirectement puisque je consulte Glassnode régulièrement. Mais on peut avoir des indications gratuites en consultant leur compte Twitter ou en regardant leur newsletter qui est un peu plus difficile d'accès. Il faut trouver la bonne URL, mais il y a une newsletter gratuite. Et alors là, ils nous partagent les meilleurs graphiques du moment gratuitement pour nous donner envie de prendre l'abonnement, évidemment. Et ils nous disent où est-ce qu'on en est dans la bulle de temps en temps, ou alors ils nous disent quels sont les cohortes, les styles d'acheteurs qui sont actuellement bullish ou bearish. C'est super intéressant de suivre Glassnode si on veut savoir où on en est dans le cycle. Ok, bah, très intéressant. Ouais, je suis à peu près les mêmes métriques que toi. Donc, on va dire que ça me conforte dans mon idée de voir que des personnes regardent la même chose. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui, selon toi, va réussir à emmener l'adoption et à aider forcément à attirer plus de personnes, à faire des pics de bulles, mais l'adoption un peu plus au sens large. Est-ce que ça va être justement la killer app dont tu parlais, plus le fait qu'il y ait de la compte abstraction un peu de partout, avec justement ce côté, on cache toute la technologie pour que les personnes aient plus de facilité? Est-ce que ça va être de l'interopérabilité? Parce que là, on sait que c'est assez compliqué actuellement. Il faut passer par des bridges qui, des fois, ont des failles de sécurité. Faut pas mal déjà se renseigner pour passer d'une blockchain à une autre. Ou alors, est-ce que c'est aussi peut-être la réglementation qui va permettre d'amener justement des gros ponts? Voilà, je voulais ton avis là-dessus.
Yes, très bonne question. Alors, tous les paramètres que tu viens de citer sont tout à fait pertinents, effectivement. Je dirais qu'il ne faut pas confondre montée des prix et adoption par le public. Là maintenant, si on regarde les grosses cryptos, les volumes sont tellement plus gros qu'il y a 4 ans ou il y a 8 ans. C'est surtout les institutionnels et même les gouvernements qui ont ou qui achètent des cryptos et qui peuvent faire bouger les prix fortement. Maintenant, sur les petites cryptos, évidemment, là, on a à la fois les gros comptes et à la fois les petits comptes qui font bouger les prix. Et puis après, en pointe de bulle, le public vient acheter sur toutes les cryptos. Et l'extrême pointe de bulle est faite par les petits comptes, systématiquement. Donc, là maintenant, la montée des prix sur les grosses cryptos qui ensuite, par ruissellement, va faire monter les prix des moyennes et ensuite des petites et ensuite des mini. Eh bien là, ça débute par les institutionnels et même parfois les gouvernements qui achètent des cryptos en vue de la bulle qui devrait avoir sa pointe probablement en 2025 et sinon peut-être en début 2026. Et au niveau de l'adoption, je pense qu'il faudra des killer apps dans chaque catégorie. Il faudra, par exemple, dans le gaming, un jeu vraiment addictif. Pour être addictif, il faut qu'il utilise l'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience. Un jeu qui, en fait, est Web3, mais dont le joueur... en fait, le joueur ne se rend pas compte que c'est un jeu Web3 et il a l'impression que c'est un jeu comme il a l'habitude. Parce que le token ou le NFT serait vraiment encapsulé dans les assets du jeu. Ensuite, pour, par exemple, des pins, par exemple, si tous ceux qui ont leur caméra dans la voiture pour faire la cartographie des rues en concurrence avec Google Maps et qui reçoivent des tokens, eh ben, si tout d'un coup, il y en a un qui est spécialement bénéficiaire et qui est spécialement adopté par beaucoup de monde et qui donne des bénéfices supplémentaires à ceux qui ont la caméra, par exemple pour savoir où sont les meilleures places de parc ou je ne sais pas quoi, à ce moment-là, il y aura un moment où on pourrait avoir une killer app d'épines. Ça pourrait être... Alors, il y a des chances que ça soit pour le partage de puissance de calcul des ordinateurs parce qu'on a ce manque mondial de cartes GPU et toutes les usines en construction, ça prend des années et des années avant de fournir des cartes GPU de grande qualité et il y a un trou, il y a un moment où on n'a pas assez de cartes de GPU mondialement. Donc, tout ce qui permet efficacement, pas juste de la hype, mais vraiment efficacement. Donc, je recommande aux gens de tester les fonctionnalités. Tout ce qui permet de partager la puissance de calcul, ça, c'est monsieur et madame tout le monde qui peut recevoir des dividendes, non pas des dividendes, mais un revenu en fonction de la prestation qu'ils ont fournie en partageant leur puissance de calcul. Et ça peut venir permettre de compenser le manque de cartes GPU. Et depuis très, très longtemps, on en a besoin pour le rendu, le rendu des films, le gaming, le calcul des protéines en biologie, etc. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, à 2 niveaux, on en a besoin pour former l'intelligence artificielle et ensuite pour utiliser l'intelligence artificielle lorsqu'on veut la consulter. Et ben ça, c'est très, très gourmand en puissance de calcul et on n'en a pas assez. En ce moment, c'est la bataille. Les gros comptes bien puissants qui veulent acheter des cartes GPU de qualité pour nourrir leur intelligence artificielle, ils vont directement s'adresser aux usines, ils achètent à prix d'or, ils réservent la production, une grosse part de la production de l'usine et il ne reste plus grand-chose pour les petits comptes. On a un vrai gros problème de carte GPU. Donc, tout ce qui permet de partager la puissance de calcul, je pense que ça va bien performer à condition que ça délivre réellement une puissance de calcul et que ce n'est pas juste un white paper avec quelques petits tests merdiques. Il faut vraiment que ça fonctionne. Mais là, je pense qu'on peut avoir une énorme killer app qui fera une énorme adoption dans le domaine d'épines. Et ça, c'est à cheval entre d'épines et intelligence artificielle. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui peuvent arriver à condition que ça soit
gratuit pour le grand public. Ils n'aient pas besoin de se créer un wallet, d'aller acheter du Matic ou du ETH ou du je sais pas quoi ou du Solana pour payer les frais de transaction. Non, non, non. Ils branchent, ça marche, ils reçoivent des bénéfices et ils n'ont rien de compliqué à faire. Hein. C'est ça, ça c'est vraiment un prérequis pour les killer apps et je pense qu'on va en avoir plusieurs en parallèle. Ok, non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, le fait qu'il y ait une killer app avec une simplicité d'utilisation et cette espèce d'account abstraction qui fait que justement, tu n'as pas l'impression d'utiliser la blockchain, je pense que c'est aussi ça qui va, enfin, de mon côté, je pense que c'est ça qui va majoritairement amener les gens justement à utiliser la blockchain sans même le savoir. Et on peut Et donner une astuce. On peut donner une astuce quand on parle de killer app. Si on a une montée vive d'un prix quasi vertical et que cette montée est due à l'adoption du grand public, ça fait des pics très pointus. Tandis que si cette montée est due à l'adoption par les très gros comptes, ça fait une montée qui est beaucoup plus durable et qui va se terminer d'une manière plus arrondie. Donc, si on a des bénéfices à encaisser sur une montée très raide, ça vaut la peine de mettre un stop loss. En tout cas, pour la partie qu'on est prêt à vendre, OK? Et de monter le stop loss au fur et à mesure. Et si on sait faire un trailing stop, T-R-A-I-L-I-N-G, ça c'est génial, ça monte tout seul pendant que vous dormez. Comme ça, vous vendez beaucoup plus haut. OK. Mais d'une manière générale, si on est dans une crypto qui monte à cause du grand public, il faut se méfier d'une redescente très rapide parce que ça fait des pics pointus. Tandis que si c'est dû à l'adoption par les gros comptes, et ça, on le voit par exemple en regardant le critère large transaction sur app.intotheblock.com. Et là, on peut faire un compte gratuit pendant quelques jours et ensuite, le prix annuel, il est ridiculement bas. Et on peut le voir aussi sur le champ 1% plus gros compte, toujours sur app.intotheblock.com. Voilà, et on surveille ça. Et si c'est une killer app du grand public, c'est pointu, on se méfie. Si c'est une killer app portée par des gros comptes, on se dit que c'est plus durable et le top sera plus arrondi. Ça, c'est une astuce. Ok, bah super astuce. Comme celle des trailing stops, c'est vrai que j'ai découvert ça avec la vidéo de Asher, je crois, et c'est vrai que c'est pas mal. Ça permet de faire au moins, moi, en moyenne, je crois, du 10-15% supplémentaire facile, donc Ouais, c'est toujours ça de prix. ouais. Ok, du coup, question suivante. Je voulais savoir quel était le meilleur conseil qu'on t'a donné. Donc, ça peut être d'un point de vue investissement et crypto ou même d'un point de vue personnel. Quel est le conseil qui t'a permis le mieux réussir et le meilleur conseil selon toi qu'on t'ait donné dans ta vie? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma vie, c'est suis ta joie. Ce qui me rend joyeux, je vais tenir sur la durée, je vais être motivée, je vais prendre les bonnes décisions, même en trading. Je vais être efficace, je vais me relever au milieu de la nuit pour être créative dans un truc de ce domaine-là. Suis ta joie, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné de toute ma vie. Ok, un très bon conseil en fait. Ouais, ça veut dire faire ce que t'aimes et au moins ça sera plus facile de le faire et Ouais. tu pourras même être bon dedans vu que forcément si c'est ta passion, c'est plus facile de se donner, tu comprendras mieux, tout sera plus facile, quoi. Ouais. Et pour ceux à qui ça semble un peu abstrait, je vais leur recommander de remplir le Ikigai. I-K-I-G-A-I. Ils peuvent regarder sur Google, c'est très facile à trouver. Alors, on trouvera déjà l'image avec les explications, mais c'est bien de trouver quelques vidéos tuto et ensuite de remplir leur propre Ikigai. Et ça va vraiment les aider dans leur vie. Et suite à joie, c'est une des portions de l'ikigai, en fait. Ok, ok, très intéressant. Bah, je le ferai. J'avais déjà entendu parler de l'Ikigai, mais c'est vrai que je l'avais pas fait pour moi, mais je vais regarder ça du coup. Ça vaut la Ça a l'air. peine, ouais, ça vaut la peine. Et après, comment dire, moi, ça m'a beaucoup influencé pour créer les scores de Chantal, Crypto Scores. J'avais tellement de joie à mettre des scores, à l'époque c'était dans des gros fichiers Excel, que j'ai décidé voilà, de réaliser mon rêve et de créer ce logiciel. Ok, bah, très intéressant. En plus, c'est plutôt original comme conseil. J'en avais dans les deux premières interviews, c'était plus des conseils d'investisseurs. Là, c'est vrai que c'est un conseil assez original, donc très intéressant. Et j'avais aussi une question pour toi, justement, c'était la place des femmes dans l'écosystème crypto. C'est vrai que
moi moi je suis consultant en finance de marché, donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes, même si c'est plus un milieu d'hommes. C'est vrai que je trouve qu'il y a pas forcément énormément de personnes et encore moins dans le milieu francophone au niveau des femmes. Ça peut se compter sur les doigts de 2 mains, donc je voulais savoir ce que tu en pensais parce que je trouve que la plupart des femmes en plus apportent plutôt de la précision et sont plus méthodiques que les hommes de manière générale, donc je voulais savoir ce que tu en pensais justement de la place des femmes dans l'écosystème crypto. Oui, volontiers. Alors, dans mon entourage, je connais autant de femmes brillantissimes que d'hommes brillantissimes. Historiquement, moi, j'ai commencé à faire de la programmation informatique quand j'étais enfant et que personne savait ce que c'était l'informatique. Mon papa travaillait au CERN, il avait construit son ordinateur lui-même. Et après, au début de ma vie professionnelle, quand j'allais à des conférences informatiques, j'étais généralement la seule femme de la salle. Ensuite, quand j'ai commencé quand j'ai créé mon premier site web, j'ai programmé ça dans Notepad parce qu'il n'existait aucun outil à l'époque qui écrivait le code à ta place, en fait. Et j'ai créé mon premier site web avec, il y avait pas seulement du HTML, il y avait même un peu de JavaScript avec une photo qui clignotait et tout ça. C'était le tout début. Et là aussi, dès que j'allais à des conférences Internet, j'étais généralement la seule femme dans la salle. Et début 2017, la blockchain, bon, elle était déjà là depuis longtemps. Puisque Bitcoin a fait son premier bloc en 2009. Mais ça dépend. Si je vais à des réunions plus sur des thématiques, il peut y avoir quand même 10 à 20% de femmes. Et si je vais à des réunions sur la blockchain qui sont beaucoup plus techniques, là, il y aura, je sais pas, 2% de femmes. Et souvent, je suis la seule femme dans la salle. Mais ça tend à s'améliorer parce que maintenant, on voit dans le monde informatique et dans le monde Internet qu'il y a maintenant énormément de femmes. C'est juste que ça prend un petit peu plus de temps pour arriver. Mais les femmes sont tout aussi brillantes. Après, parmi mes apprenants, j'ai une majorité d'hommes, ce qui est le cas pour toutes les formations dans le monde de la blockchain, mais j'ai quand même beaucoup plus de femmes que mes confrères qui ont aussi des formations dans le monde de la blockchain. Donc, c'est difficile à dire parce qu'en fait, quand ils s'inscrivent, je pourrais peut-être faire un pointage avec le prénom, mais j'en ai tellement que ce serait laborieux. Et je ne sais pas si c'est des hommes ou des femmes, tu vois. Mais par contre, sur YouTube, une fois, j'avais comparé avec Paul son pourcentage d'hommes sur YouTube, parce que YouTube nous donne l'info, et le mien, et moi, j'avais quand même le double de femmes que lui, mais ça restait quand même largement minoritaire. Ok, ok, bah justement, en parlant de YouTube, on va arriver sur la dernière question de l'interview. Ce serait, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir sur la chaîne en interview? Et pourquoi cette personne-là? Alors, avec grand plaisir. Alors, il y a plein de gens absolument génialissimes que je pourrais te conseiller. Celui qui me vient en tête là maintenant, qui va te donner des informations un peu dans le même registre que moi, mais complémentaires, et que comme je le connais bien et je collabore beaucoup avec lui, je lui envoie même des données des scores de Chantal, eh bien, je sais qu'il est extrêmement compétent, il est vraiment brillant. C'est Antoine de Blockunity. Je pense que ton audience en a déjà entendu parler parce qu'il collabore aussi beaucoup avec Paul Crypto Formation, et l'entreprise Blockunity. Eh bien, ils font vraiment des indicateurs et des outils et des dashboards vraiment super pour juger les cryptos. Et il y a aussi plein d'outils qui sont gratuits parmi ce qu'ils font. Donc, c'est Antoine Moutineau, Moutinho, de Blockunity, et je le recommande chaudement. Et si tu veux, je peux même te rédiger une petite introduction pour t'introduire auprès de lui. Ah bah oui, avec plaisir. Avec plaisir d'avoir cette personne pour qu'il continue d'apporter de la valeur sur les différentes interviews. Donc là, on arrive sur la fin de l'interview. Donc je voulais savoir si tu avais des choses que tu voulais ajouter. Alors, volontiers, amusez-vous. Amusez-vous. Dès qu'il y a une crypto qui vous intéresse, testez-la. Regardez à quoi elle sert. Téléchargez l'outil, testez-le. Primo, vous allez vous amuser. Souvent, ça prend que 5-10 minutes. Vous allez monter en compétences, vous allez recevoir plein d'airdrops et amusez-vous. Et faites ça sur un wallet séparé sur lequel il y a très peu de fonds au cas où une de ces cryptos se ferait hacker. Voilà. Donc, amusez-vous. Ça va vous faire monter en compétences de malade et ça va vous faire des bonnes affaires.
Ok, ben, merci beaucoup à toi. Tu as apporté beaucoup de valeur sur cette interview qui a duré très longtemps, mais j'ai pas vu passer le temps non plus. Donc, merci à toi d'être venu. Moi non plus, j'ai pas vu le temps passer. Moi, je pourrais parler pendant des heures de la crypto et de la blockchain. J'adore ça. Merci beaucoup pour ton accueil. Et on peut dire au revoir à tout le monde. On arrive donc à la fin de cette interview. N'hésitez pas à mettre un like ou même à vous abonner ou à lâcher un commentaire pour récompenser le travail qui a été fait. Ce qu'on peut résumer, c'est que dans cette vidéo, Chantal a donné énormément de valeur. Elle a montré comment, avec une méthode simple, construire un portefeuille solide, équilibré pour réussir dans l'investissement. Et elle nous a même donné quelles étaient les caractéristiques et les critères qu'elle regardait pour choisir les crypto-monnaies. Vous pouvez aussi aller sur les différents liens qu'elle a donnés pour avoir plus d'informations. On a vu que vous pouviez même avoir certains PDF ou fichiers Excel gratuits qui étaient cliquables sur certaines crypto-monnaies qui pouvaient peut-être vous aider à investir. Donc vraiment une interview qui a donné beaucoup de valeur. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.